Bonjour tout le monde et bienvenue à une autre émission à l'affût. Aujourd'hui, un reportage attendu, une chasse aux coyotes grâce à M. Éric Boucher. Et un peu plus tard, notre capsule technique avec Vincent, il vient de nous parler d'une nouveauté qui va révolutionner le monde de la chasse, un télescope évaluateur de distance. Ah, salut Vincent. Salut Sylvain. Content de te retrouver cette semaine. Oui. Tu as vu que j'avais beaucoup d'objets que j'avais amenés pour mon sujet. Hein? La table est vide. Ça m'aide beaucoup. Ça t'aide beaucoup, hein? Je veux parler plus de philosophie et de situation sociale. La violence augmente dans la métropole québécoise, pour ne pas la nommer, Montréal, et peut-être même ailleurs, mais en Amérique du Nord, dans les grands centres, la violence avec arme à feu. Et on sait, l'histoire nous a démontré que souvent, l'honnête chasseur, appelons-le comme ça, qui utilise des armes d'épaule pour sa chasse et qui se suit la réglementation, l'enregistrement, son permis de possession, d'acquisition, bien souvent, quand les gouvernements décident d'agir et de réprimer la violence faite avec des armes à feu, bien le chasseur, il passe aussi dans le tordeur. Oui, le chasseur passe dans le tordeur aussi de la... Les gens, qu'est-ce qu'ils pensent des armes à feu? Ils mettent, on va dire, tout ça dans le même bateau. Oui, comme si on était des criminels en puissance parce qu'on était propriétaire d'armes à feu. Oui. La violence faite avec des armes à feu, souvent, c'est des armes à autorisation restreinte. Et puis ça, absolument. Et non des armes d'épaule. Oui, ça, c'est un premier cas. Est-ce que cette arme-là a été acquise de façon légale? Légale. Chez un détaillant accrédité? On doute un peu. Est-ce qu'elle est immatriculée? Ça me surprendrait aussi. Donc, ici, on parle plus d'une arme de contrebande, peut-être, ou de fabrication un peu plus artisanale, ou que les numéros de série, souvent, ont été intentionnellement biffés, et que ça n'a absolument rien à voir avec notre monde de chasseurs. Non. L'immatriculation des armes à feu, c'est surtout au Québec, c'est les armes d'épaule. Oui. Au Canada, il y a encore l'immatriculation des armes à autorisation restreinte. Ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est hyper compliqué avoir ces permis pour en posséder une. Absolument. Fait que le crime organisé, on va l'appeler de même, je pense pas qu'il passe toutes les cours pour aller chercher une arme à autorisation restreinte ou même prohibée. Oui, je ne crois pas non plus. Ce que moi j'aimerais, par mon point d'aujourd'hui, c'est d'essayer de sensibiliser un peu peut-être la classe politique, de faire cette distinction-là entre la criminalité, par exemple, dans nos grands centres urbains, qui se font souvent avec des armes de poing, à qui, bien souvent, on prétend illégalement, parce que ce n'est pas ces gens-là qui ont des permis appropriés dans leur poche, ou qui sont membres d'un club de tir, ou qui sont réguliers dans leur activité, par rapport au chasseur qui a quelques fusils dans son râtelier, verrouillés, hein, en passant, et qui ne les sort peut-être 10 jours par année pour aller chasser une perdrix ou un canard. Donc, j'aimerais, moi, que la classe politique fasse une distinction entre ces deux mondes-là. Et si jamais ils veulent réprimer la violence dans les grands centres qui est commis avec ce type d'armes-là, ben, s'il vous plaît, dans votre projet de loi ou dans votre répression, n'embarquez pas les chasseurs qui ont une arme d'épaule tout à fait légitime pour pratiquer nos activités. Et j'espère qu'on est rendu en 2022 assez évolué en tant que société que nos classes politiques sont capables de faire cette distinction-là entre les crimes commis à l'aide d'armes qui ne servent pas du tout pour la chasse et les gens qui vivent peut-être plus en milieu rural, qui ont de façon légendaire, même de famille en famille, toujours une arme qui est là pour rendre service. Ouais. Bon. Alors nous, sur cette position, on va aller voir une belle chasse aux coyotes qui s'est faite grâce à Éric Boucher. Aujourd'hui, il ventait un peu le matin pour faire une chasse aux coyotes. On s'en tient à faire de la prospection un peu pour peut-être une prochaine sortie dans les prochains jours que les vents vont en donner. On se promène dans les champs, on regarde, on va même sortir la motoneige tantôt pour aller voir s'il y a des pistes de coyotes un peu partout.
Là, on va aller, c'est en arrière d'une porcherie, puisque j'ai demandé la permission. J'ai la permission depuis plusieurs années, puis il y a beaucoup de coyotes là. Il y en a 5 qui ont tué ici cette année, puis on sait qu'il y en a encore. On va aller voir les traces un peu où ils peuvent se tenir, de quel côté ils sont. On va débarquer le skidoo, ça va nous donner une bonne idée si on revient ici ou bien on revient pas. Puis on se promène dans le char tout le temps pour regarder, voir s'il n'y a pas des taches dans le champ. Des traces fraîches. Ça a passé cette nuit parce que hier, il y a neigé un petit peu. Ça descend par en bas. On va essayer de voir jusqu'où ça s'en va, puis ça serait les traces. Ça ressemble à des os de chevreuil, ça. C'est des signes. Je sais pas, à chaque année, je sais pas ce qui se passe. Ce tas de roches-là en particulier, il y a de la pisse. Ce serait une place que je me placerais ici. Être capable de voir loin là-bas. Puis de là-bas, ben, on a une vision à peu près 2 km. On serait bien assis ici. C'est sûr que s'ils arrivent par là-bas, ils peuvent pas nous voir. C'est sûr qu'en descendant, si on descend à se placer ici en marchant, on longe les bois le plus proche possible. On n'ira pas descendre en plein milieu d'un champ pour aller se positionner. On reste sur ses côtés. On en ressemble aux arbres en descendant pour essayer de lui donner le moins de vision possible. On a vu des traces. La chance, la neige est dure parce qu'il y aurait plus de traces que ça. On sait qu'il y a des coyotes ici. On continue notre prospection. On va se rendre l'élevage de bisons. On va aller voir là. On va vous montrer des bisons. On s'en va là. C'est l'élevage de bisons. Dans le fond, on peut pas se mettre trop proche de ça pour chasser. On va se prendre une terre ou deux à côté. On va aller prospecter un peu en motoneige. Voir s'il y a des traces. Le cultivateur, il en voit souvent derrière de chez eux. J'ai appelé pour qu'on aille faire la chasse de ça, pour que ça vienne qu'à rentrer dans les enclos de bisons puis que ça vienne énerver. C'est pas mal gros et impressionnant des bisons. C'est très malin, ça a de l'air aussi. C'est pour ça qu'on n'ira pas jouer trop proche. Mais on va aller vérifier les spots à côté et on vous revient avec ça dans pas long. C'est frais d'hier. Une grosse piste. On a des traces de dindons sauvages un peu partout ici. Ça peut attirer le coyote. Je sais qu'ailleurs, on en a vu ici des dindons. Il y en avait à peu près une trentaine de l'autre côté. À date, il y a des vieilles traces, puis il y a des mains ici là, de coyotes qui arrivent. Ça, on va revenir à se cacher, probablement sur le petit bouton qu'il y a là, pour avoir une bonne vision, aller jusqu'en bas là-bas. Souvent, ça doit se tenir dans le sale là même, dans le sapin. Puis ça s'en va tout en direction des bisons, des enclos de bisons là-bas. S'ils veulent nous contourner, on peut les voir arriver. De l'autre côté, la même affaire. On va se croiser les doigts. La température, c'est pour nous autres. Bon, ben, aujourd'hui, les ventes, comme on l'a dit tantôt, les journées comme ça, on en profite pour faire la prospection. On s'est promené. Il y a des traces, il y a du potentiel là. Il reste à attendre une journée, peut-être cette semaine, en fin de semaine, qu'il va faire beau, pas de vent. C'est certain qu'on va essayer ces 2 passes-là. On est samedi matin. On s'en va au premier spot qu'on a prospecté cette semaine. On a une température de -6, il fait des vents du nord-ouest de 17 km/h à peu près. On va essayer ça, on va descendre tranquillement, en espérant que Dame Nature va collaborer. Hey! T'as entendu? Ça hurle. En bas. En arrivant sur le site, on a entendu hurler. On s'est présenté sur le coin d'un bois. Présentement, on le voit, il est loin. On va essayer de le faire venir. On n'a pas
grand délai. Ils s'en viennent vers nous autres. Il y en a deux finalement. Il y a deux coyotes qui s'en viennent dans notre direction. Ils s'en viennent tranquillement, on va attendre jusqu'au dernier moment pour... Je suis pas bien assis. Nous, ça n'est pas pire, par exemple. On les laisse approcher le plus possible. Je vais me mettre prêt. Le gros, il est pas pire. Balle dans... Le gros, il est là, il est faible. Ouais, je vais blesser le gros, c'est sûr. Il commence à être loin pas mal, là. J'étais à peu près de 1800 pieds. Là, on l'a pogné, c'est sûr. Le deuxième, il courait partout, je l'ai essayé, j'ai manqué mon tir. On va partir ses traces de sang, puis on a fait un quart de lièvre à détresse. C'était pas réceptif partout, ça cherchait même à se retourner. On l'a challengé, un petit quart ou deux. Ça a commencé à s'en venir les deux. J'ai snappé ici. Il y a des éclats de sang. Un éclat d'os. Ça va pogner une perte en avant. Il saigne quand même pas pire par éclat, mais on va voir qu'est-ce que ça donne. Cette semaine, j'ai travaillé, j'ai mis un peu d'urine dans les alentours. S'ils voient qu'il y a un intrus dans le territoire, c'est important de préparer une prospection, préparer le terrain, des fois un peu d'urine de coyote. Mal positionnés, ils nous ont surpris un matin. On s'attendait pas à les voir en arrivant. On y était avec ce qu'on pouvait à l'arrière des petits sapins. On aurait dû les laisser venir davantage. Il y a une trace de sang ici, à hauteur des épaules à peu près. Là. C'est. Bon, là, on a suivi le coyote, ses traces de sang un peu. On les a perdus dans un carré de bois. On a appelé quelqu'un, il est supposé venir avec son chien de sang. On s'en va chercher mon skidoo. On va essayer de leur retrouver ça, cette coyote-là. J'aime pas ça, laisser ça dans le bois de même, mais... Là, le chien de sang, il est en train de repartir du départ où on l'a pogné la première fois. Pour qu'après ça, peut-être qu'elle va lâcher son chien. Elle va venir nous rejoindre à la dernière trace qu'on a vue avant de rentrer dans le bois, où on a arrêté de le pousser. Fait que là, elle va s'en venir avec son chien et on va repartir sur la trace. Il a l'air d'être sa coche parce qu'il sentait déjà les coyotes de tantôt quand on est arrivé. J'ai hâte de voir ça, c'est la première expérience avec un chien de sang. Qu'est-ce que ça va faire? C'est vraiment un os de patte, là. Fait que j'ai croisé ça à l'entrée du bois. Fait qu'il a sûrement hésité avant de rentrer dans le bois. Et finalement, il est ressorti dans un autre champ. Mais c'est fréquent, coyote, c'est normal. On hésite, après ça on rentre. On hésite, on rentre.
J'avais un petit peu de sang, puis là, j'ai checké, puis j'ai vu un os. On a vu 2-3 en s'en venant et tout. OK. Là, j'ai mis mon chien sur attente. Le chasseur m'avait attendu ici en skidoo. Il est parti, il est allé se cacher l'autre bord de la couette de bois pour au cas où qu'en sortant du bois, on repousse le coyote puis que le chasseur puisse avoir une bonne place pour tirer. Là. Fait qu'on en redécolle tranquillement. Souhaiter que ça aille bien. On a du sang, là. Là, on rentre dans le salle, là, dans l'autre couette de bois. Là. Puis d'après moi, il y a des chances qu'il soit couché ici ou qu'on la repousse. Là. Cache-toi comme il faut là, pour pas qu'il te voie et qu'il te sorte d'en face. Fait qu'il est positionné. Il nous avait entendu tantôt là-bas, fait qu'il est allé tout de suite à l'autre couette. Fait qu'on a des bonnes chances. Vas-y, mon chien. Là, on vient de trouver une couche. Fait que c'est bon signe, là. Il est affaibli. On a une couche. Fait que il peut partir dans n'importe quelle direction. À droite, à gauche, il peut revenir sur ses pas. Ici, on a eu de la misère un peu à démêler. Là. Il y avait beaucoup de gibier et tout. Elle n'est pas fraîche, par exemple. Fait que ça se peut qu'on a retraversé notre couette de bois ou qu'il se recouche plus loin dans ce bois-là. On a traversé un chemin. Puis là, passé le chemin, on a trouvé une dernière goutte de sang. Mais là, on cale vraiment beaucoup. Là. Fait que j'aime mieux arrêter ici. T'sais, on peut pas laisser ça là. Faut au moins pour la peau et tout. Là. On a décidé de le tirer, fait qu'on décide de le reprendre. Fait que demain matin, on devrait s'enligner pour le revoir. Là, on va s'enligner, aller voir Eric là, pour lui dire qu'on va arrêter ça là, parce que le terrain il est un peu trop mou pour nous. Là. Je te félicite d'avoir pris l'engagement d'appeler un chien de sang. Appelez-nous, ça va nous faire plaisir, on va venir. Puis on est là pour ça. Là, et nous, on fait ça par passion. La neige commence à être molle pas mal dans le bois, c'est qu'on a décidé d'arrêter ça pour aujourd'hui. Il est quand même rendu à 1 heure. Merci à la propriétaire Myriam qui est venue avec nous autres, qui a marché dans la neige. N'oubliez pas, restez à l'affût. Oui, bien Vincent, malheureusement, Eric n'a pas retrouvé son coyote, hein, malgré l'aide du chien de sang et tout. Donc, une chasse enlevante, une chasse excitante, mais qui est quand même... Il a tout fait pour le retrouver. Oui, tout fait pour le retrouver. C'est dans l'éthique de l'art. Je suis content de ton sujet d'aujourd'hui parce que je lisais le dernier annuel de chasse des éditions Sentier Chasse-Pêche et on en parle. Oui. Et on dit là-dedans que c'est un outil révolutionnaire sur le marché des arbalètes. Oui. C'est vraiment révolutionnaire. Parce que des arbalètes, il faut se le dire, c'est devenu une chasse, un engin de chasse populaire, de plus en plus performant. Et là, la compagnie Burris nous arrive avec quelque... Qu'est-ce qui est révolutionnaire là-dedans? Bien, c'est que c'est pas juste un télescope. C'est un télescope qui donne la distance de tir aussi. OK, genre de télémètre. Le télémètre. OK. Mais c'est pas comme un télémètre qu'on prend ça dans nos mains puis du piton, ça nous donne la distance. On a un peu d'ouvrage à faire pour calibrer notre arbalète avec le télémètre qui est dans le télescope. Ah, je suis content que tu me dises ça. Donc, c'est une lunette de visée, télescope, qu'on a incorporé un outil, mais quand même, si tu me corriges si je me trompe, il faut calibrer quand même. Il faut prendre le temps de le calibrer. Oui. Première chose à faire, c'est de l'installer correctement sur notre arbalète. Il faut avoir la bonne distance de notre œil pour pas qu'on soit obligé de chercher et perdre un temps, des fois précieux pour le tir. Ça s'installe sur pratiquement toutes les montures que sur les arbalètes, puissantes ou pas puissantes. OK. Faut commencer par calibrer notre télescope à 20 verges. OK. Ou en mètres, on peut le mettre en verges ou en mètres. La façon de fonctionner, on fait un tir précis, bien à côté
j'aime ça tirer 3 flèches pour vérifier mon grouping. Oui. Si on fait un beau grouping à 20 verges, on peut ajuster notre télescope. Habituellement, un télescope, on a une tourette sur le dessus, une sur le côté pour la hauteur et le gauche-droit. Sur ce télescope-là, il faut commencer par, on va dire, débarrer les deux Les 2 molettes là, qui sont là. pour ajuster. OK. Donc, on ajuste pour la hauteur et notre gauche-droit avec directement ces deux, on va dire, ces 2 outils-là. Oui. Et il faut penser de rebarrer avec notre cléolune. Pour que les ajustements restent là puis que ça bouge pas. Ça bouge pas. On est toujours à 20 verges en ce moment-là. On est toujours à 20 verges. Parfait. Après ça, il faut, on va dire, calibrer notre rangefinder en anglais, télémètre, à des distances précises. On a des choix à faire si on veut faire du tir longue portée ou courte portée. OK. Courte portée, on a 2 distances à programmer, une à 35 verges et une à 50 verges. OK. Et la longue portée, on peut se rendre jusqu'à 100 verges. Ouais. C'est, L'arbalète à 100 verges, il n'y en a ça, pas beaucoup. Hein? ça prend une arbalète puissante. Ça ne s'arrête pas là. Quand on l'a calibré à une distance, la deuxième distance est calibrée, lorsqu'on va aller à la chasse, notre gibier arrive, qu'on soit, on va dire, si on chasse sur le plancher des vaches, parfait. Si on chasse d'un mirador, ça va compter la distance pareil. Oui, OK. Donc, ça va compenser l'angle de tir. Ouais. Ah, intéressant. Notre gibier arrive, on envoie une commande directement sur le télescope. OK, il y a un bouton poussoir que tu enfonces pour le mettre en fonction. Ouais. OK. Il nous dit la distance et positionne le point rouge, parce que s'il y a un point à l'intérieur, positionne le point rouge à la bonne place pour faire un tir précis. Si on ne veut pas être obligé de... Parce que là, on est épaulé, on peut installer une petite télécommande qui a le même bouton C'est pas pire. près de notre doigt, le système de gâchette. OK. Fait qu'on est capable de y donner la commande facilement. 35 et 50 verges, une fois que c'est calibré, à ce moment-là, ton appareil est en mesure d'évaluer la distance et te dire à quel endroit viser Ouais. pour faire mouche. On a, Intéressant. puis on a on peut grossir un grossissement de 2 à 7 fois, 2 à 7 fois. qui ne change pas notre distance de tir. Je comprends maintenant qu'on dit que cet outil-là révolutionne maintenant le monde de l'arbalète pour quelques dollars quand même, mais merci beaucoup, Vincent. Merci. Alors, c'est déjà tout pour nous cette semaine. Une autre émission qui passe à la vitesse grand V. Grand merci à Éric Boucher avec sa fameuse chasse aux coyotes. Merci également à Vincent Cloutier d'avoir été parmi nous. Nous, on dit toujours la même chose. Restez à l'affût.